Donc bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur l'augmentation des cas d'infection à méningocoque qui va surtout se concentrer sur la prise en charge, la prévention qu'on peut avoir en tant que professionnel de santé en ville. Je m'appelle Samy Taha, donc je suis médecin généraliste au Centre régional antibiothérapie d'Île-de-France et il se trouve que je suis également chercheur au Centre national de référence des méningocoques, qui tombe bien pour le sujet d'aujourd'hui. Et donc je vais vous présenter tout ça. Donc encore une fois, vous pouvez poser vos questions dans la discussion et on y répondra à la fin. Pour commencer, c'est un sujet qui est donc d'actualité, vous avez forcément dû le voir, il y a des informations qui sont quand même assez préoccupantes, parfois assez dramatiques, et donc qui amènent légitimement la population à se poser des questions que vous pouvez avoir au cabinet, que vous pouvez avoir en officine, que vous pouvez avoir quand vous les voyez. Et donc, c'est important de répondre à ces questions-là. On a déjà d'ailleurs eu des premières réactions à la fois du ministère de la Santé, de Santé publique France, des agences régionales de santé, qui ont communiqué là-dessus et qui vous ont donné déjà des premiers éléments. Pour avoir un petit résumé sur la bactérie rapidement, c'est une bactérie donc, qui s'appelle Neisseria meningitidis, dont le seul hôte connu, c'est l'homme, donc il n'y a pas, a priori pas chez les animaux. Il y a en tout 12 sérogroupes, mais les 4 qui nous intéressent en France, ce sont le B, le C, le W et le Y. C'est une bactérie que l'on porte dans le fond de la gorge, dans le nasopharynx, chez à peu près 10% de la population, donc ça représente quand même 7 à 10 millions de personnes en France, et qui pour autant ne développeront pas la maladie, puisque seules certaines de ces bactéries sont capables d'envahir le sang et donc de causer des infections qu'on appelle invasives. Le principal réservoir de portage de cette bactérie, donc un tiers de ces 7 à 10 millions de personnes en France qui portent la bactérie, ce sont les adolescents et les jeunes adultes, les 15-24 ans, et c'est pour ça que là, la plupart des mesures de prévention, des choses que l'on fait se dirigent vers cette tranche d'âge. C'est une transmission par gouttelette, donc par les sécrétions rhinopharyngées, on va le voir quand on va définir les cas de contact. Et donc, pour vous donner un petit peu une idée, il y a certes une faible incidence, puisque ça représente à peu près 100 fois moins d'incidence annuelle que la grippe, avec 3 pics avant 1 an, les jeunes adultes et les adolescents, comme on l'a dit, les 15-24 ans, mais aussi l'autre extrême de la vie, qui est donc les 80 ans et plus, dont on parle moins. Il y a un potentiel épidémique, et c'est donc pour ça que c'est une maladie à déclaration légatoire et que les agences régionales de santé enquêtent rigoureusement autour de chaque cas. Et l'autre cause qui fait que c'est une maladie à déclaration légatoire, c'est que malheureusement, c'est une maladie qui a une mortalité majeure, puisque sur les chiffres des 6 derniers mois, même correctement pris en charge, on avait 13,7% de mortalité, et pour le sérogroupe W, on a jusqu'à 20% de mortalité, ce qui est très important, et évidemment, on a à peu près 100% de mortalité si c'est donc pris en charge. On va déjà revenir donc un petit peu sur l'épidémiologie récente qui nous intéresse. Donc ça, c'est une courbe qui vous montre les cas cumulés d'infections invasives à méningocoque en France depuis une dizaine d'années. Donc en orange, vous avez la moyenne du nombre de cas avant la pandémie. Donc vous voyez qu'il y a à peu près 450 cas. En gris, vous avez l'intervalle de confiance. Les 3 courbes que vous voyez en dessous, ce sont les courbes ce sont les années depuis la pandémie. Donc en jaune, vous avez 2020, en violet 2021 et 2022 en vert. Donc on voit que dès qu'on a pris les mesures de distanciation sociale, le nombre d'infections invasives a fortement chuté. Ça a repris fin 2022 et malheureusement, depuis la levée de ces mesures de protection, on voit qu'on ne fait que battre record sur record chaque année. Donc en 2023 en bleu foncé en haut, puis 2024 en bleu clair et là 2025 on est à plus de 200 cas en 2 mois et demi, ça fait à peu près depuis les 25 dernières années, ça n'est jamais arrivé. Donc vraiment, on a un taux important, on a une vraie augmentation du nombre de cas, et surtout depuis le début de cette année 2025. Si on regarde par tranche d'âge, ici vous avez donc le nombre de cas par année et par tranche d'âge. En gris, vous avez tout ce qui est avant 2021, et puis après les couleurs, c'est à partir de 2022 jusqu'à 2025, qui est une année donc pas encore consolidée, et on voit qu'en fait, ça touche pas toutes les tranches d'âge pareil. Certes, les moins de 1 an, on a à peu près repris les cas, le nombre de cas qu'il y avait avant la pandémie, mais on voit qu'on l'a allègrement dépassé, notamment chez, encore une fois, les 16-24 ans et plus, on a vraiment dépassé les niveaux pré-pandémiques, donc c'est une augmentation qui se fait sur les tranches d'âge habituelles, mais aussi voilà, sur les 15-24 ans, les 16-24 ans et plus. Donc, ça touche spécifiquement certaines tranches d'âge.
Et si on regarde donc les 4 sérogroupes qu'on a évoqués, qui sont les plus présents en France, on retrouve ici donc par année la proportion de chacun. Vous voyez que en bleu, le sérogroupe B reste majoritaire, mais on est passé de 70-75% à plutôt autour de 50-55% ces dernières années. Le C qui est en rouge, on voit que depuis vraiment 2018, depuis qu'on a introduit, depuis 2017, depuis qu'on a introduit les 2 doses puis l'obligation vaccinale, vraiment ça a fortement diminué. Mais malheureusement, cette baisse s'est faite au prix d'une augmentation des 2 derniers sérogroupes, le W en vert et le Y en violet. Donc on voit qu'il y a eu aussi une modification des sérogroupes qui sont impliqués dans ces infections invasives à méningocoque, et donc c'est dans cette augmentation récente. Et malheureusement, on l'a vu, le sérogroupe W est plus mortel, on va voir pourquoi. Maintenant, pour expliquer l'amplitude du nombre de cas depuis 2025, ça a déjà été évoqué par les communiqués que vous avez pu lire sur Santé publique France. Il y a un lien, une corrélation à la fois temporelle, mais aussi dans les mécanismes. On a identifié des mécanismes qui font que la grippe fait le lit des infections invasives à méningocoque. Et pour vous montrer un peu ce lien, ici, vous avez en rouge par semaine les pics du réseau Sentinelle de grippe. Donc vous voyez que chaque année, voilà, il y a une saisonnalité. Et en gris, vous avez le nombre de cas d'infection invasive à méningocoque par semaine. Et vous voyez qu'en fait, ça colle à chaque fois. À chaque fois qu'on a un pic de grippe, on a un pic d'infection invasive à méningocoque. Les deux ont diminué. Là, en bleu, vous avez les confinements fortement pendant la période de distanciation sociale. Et dès qu'on a repris, là, vraiment, on est à nouveau à des cas importants. Et au niveau de 2025, on a eu une épidémie de grippe qui était très importante. Et donc, malheureusement, les infections invasives à méningocoque ont suivi. Maintenant, si on s'intéresse aux présentations cliniques de ces infections invasives à méningocoque, vous connaissez, j'imagine, la présentation classique, la méningite, avec la fièvre intense, les maux de tête, les nausées, les vomissements en jet, la raideur de nuque qui empêche de lever la tête. Mais ce que j'aimerais vous parler, c'est aussi les autres présentations. Et donc pour ça, je vais vous poser une petite question. Donc je vous laisse quelques secondes pour y répondre dans votre tête. On va la corriger un peu après. Donc quelles sont les propositions vraies concernant le diagnostic des infections à méningocoque? Est-ce que la présentation des méningites ne représente que 40% des infections invasives à méningocoque? Est-ce que les symptômes spécifiques comme la raideur méningée, le purpura fulminans apparaissent dès les premières heures? Est-ce que les présentations cliniques plus atypiques, donc non méningées, sont plus fréquentes chez les adolescents et les jeunes adultes? Est-ce que certains sérogroupes sont responsables de plus d'infections mortelles? Et enfin, est-ce que si vous avez au cabinet une suspicion d'infection invasive à méningocoque sans vraiment symptômes spécifiques, vous prescririez une biologie pour un peu vous orienter? Je vous laisse quelques secondes pour y répondre. Et ensuite, on va passer un petit peu, donc on va expliquer un peu tout ça, puis on corrigera à la fin. Donc, pour ce qui est des présentations, comme je vous ai dit, on a donc une porte d'entrée qui est respiratoire, 10% de la population qui ont la bactérie au fond de la gorge, et certaines d'entre elles vont réussir à passer dans le sang. Quand elles passent dans le sang, on a donc une bactériémie. On trouve du méningocoque dans le sang qui est normalement stérile. Et donc, ces présentations précoces, donc dans les 15-20 premières heures, malheureusement, ce sont des présentations assez peu spécifiques. Vous voyez, on a une fièvre qui peut être importante, un syndrome grippal. Donc, chez les nourrissons, ça va donner un enfant qui est géniard, qui est grincheux, qui est tout hypotonique, vraiment comme une poupée de chiffon, qui refuse de téter, il s'endort sur le sein, il s'endort sur le biberon. On va avoir des myosites, des douleurs, des enfants un peu plus âgés qui vont nous rapporter des douleurs, des mollets, des avant-bras, des choses qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir, des douleurs abdominales et des marbrures, donc une couleur de la peau des extrémités, donc des mains, des pieds, des jambes, des avant-bras qui changent avec des extrémités froides. Vous voyez, ce sont des choses qui sont assez peu spécifiques, mais qui peuvent déjà alerter par l'intensité et la mauvaise tolérance. Donc ça va vraiment être des gens qui ne tolèrent pas un syndrome grippal, mais vraiment, on a une tolérance qui est très médiocre et qui peuvent déjà alerter. Malheureusement, dans ces cas-là, il y a moins de 50% des patients qui sont envoyés à l'hôpital, alors que c'est vrai que parfois, c'est tellement fulgurant qu'on est dans une course contre la montre. Donc je ne vous dis pas ça pour vous faire peur et faire qu'il faut adresser tout le monde aux urgences, mais en tant que professionnel de santé de premier recours, c'est d'y penser. Une mauvaise tolérance, que ce soit dû, là on parle des infections invasives à méningocoque,
mais on peut aussi parler d'une grippe ou d'une bronchiolite pour des enfants, des petits nourrissons. Et ce qui est important pour nous, c'est de traquer une mauvaise tolérance qui nécessite une hospitalisation, une prise en charge à l'hôpital. Et ensuite, après passer cette phase-là, c'est là où on va avoir des présentations cliniques spécifiques. On va avoir les présentations classiques, typiques, la méningite, avec donc la raideur méningée, les maux de tête très intenses, les vomissements en jet et le purpura fulminant, ce qui est dans les cas vraiment les plus graves avec des sepsis, des chocs septiques. Mais on peut également avoir d'autres formes, des formes respiratoires, qui sont plutôt chez les personnes âgées, plutôt chez les personnes qui ont plus de 65 ans, des formes abdominales avec des péritonies, des diarrhées, qui peuvent mimer même une appendicite. Ça, c'est plutôt chez les adolescents, les jeunes adultes. On peut avoir aussi des arthrites septiques, on peut avoir des fascites nécrosantes, on peut avoir vraiment, après, d'autres formes encore plus rares. Et donc, on met la ligne entre les deux. Vous avez les présentations classiques, typiques, et les présentations atypiques. Et ce qui est important, c'est de voir que ces présentations-là, elles arrivent dans un second temps. Donc, c'est vraiment, si vous y pensez, n'hésitez pas à prendre un avis, appeler le 15, appeler les urgences, pour essayer de prendre un avis devant une mauvaise tolérance en tant que professionnel de santé de premier recours. C'est ça notre mission. Et pour les hôpitaux, c'est de penser devant ces choses-là à faire une émoque, prélever du sang, chercher le méningocoque. Pour vous montrer un petit peu ce qu'on a évoqué sur le fait qu'il y a plusieurs présentations dans plusieurs tranches d'âge, ici vous avez les présentations cliniques par tranche d'âge sur les de 2015 à 2022. On voit que chez les moins d'1 an et même chez les moins de 5 ans, on a surtout des méningites, surtout des bactériémies, donc des formes typiques. Mais chez les 15-19 et les 20-24 ans, on a plus de orange qui représentent les formes abdominales et un peu plus de rouge qui sont les formes pneumologiques. Et chez les 65 ans et plus, c'est surtout les formes de pneumonie bactériémique qui sont là. Et pourquoi c'est un problème? C'est un problème puisque ces formes-là, elles sont atypiques, elles sont plus dures à dépister. Il y a souvent plus de délai entre le moment où on détecte les choses, on les traite, et le début des symptômes. Et donc, malheureusement, elles sont plus mortelles. Et c'est pour cela, par exemple, que le sérogroupe W, qui est plus important chez les adolescents et jeunes adultes et qui donne plus de formes abdominales, on a autant de mortalité, celle que je vous ai évoquée au début, de 19, presque 20%. Si on regarde par sérogroupe, et donc pour vous montrer ce que je viens d'expliquer, vous voyez que pour le sérogroupe B, qui est essentiellement présent chez les moins de 1 an, on a énormément de méningites, énormément de bactéries, donc des formes typiques. Et en fait, quand on regarde le sérogroupe W et Y, on voit qu'il y a beaucoup plus de rouge, encore une fois, les pneumonies pour le Y qui est plutôt chez les 65 ans et plus de formes abdominales, donc l'orange, pardon, qui est plus associé au W et donc aux adolescents et aux jeunes adultes. Donc si on corrige le QCM, effectivement, les méningites, au total, elles ne représentent que 40-45% des infections invasives à méningocoque, et essentiellement chez les plus jeunes. Les symptômes spécifiques n'apparaissent pas dès les premières heures. On a une première phase dans les 15-20 premières heures qui est aspécifique. Les présentations atypiques sont malheureusement plus fréquentes, on l'a vu, notamment les formes abdominales, chez les 15-24 ans. Certains sérogroupes, comme le W et le Y, sont plus responsables de ces infections mortelles par ces formes cliniques atypiques qui sont plus dures à déceler. Et en cas de suspicion d'infection invasive, comme on l'a dit, la première chose à faire, c'est la prise en charge à l'hôpital, les soins de support. Et donc, si vous y pensez, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute, appelez le 15, appelez pour prendre un avis d'un confrère ou adresser aux urgences. Donc, quelle prise en charge maintenant si on a un contact autour d'un cas, puisque vous avez peut-être eu déjà ce cas où ça pourrait arriver d'avoir un cas de méningocoque dans l'entourage d'un de vos patients, et donc on vous contacte pour vous dire qu'est-ce que je fais. Donc pour essayer de voir ça, je vous repose une petite question. Donc une patiente qui vous appelle affolée, juste après avoir été prévenue qu'un enfant de l'école de sa fille qui a 3 ans a été hospitalisé pour méningite à méningocoque. Pour le moment, l'ARS ne vous a pas encore contacté, ni vous ni elle, mais elle vous appelle déjà, c'est des choses qui arrivent, là, autour des cas, parfois l'ARS n'a pas le temps d'appeler tout le monde, et donc, qu'est-ce que vous lui répondriez? Est-ce qu'on considère sa fille comme contact d'emblée? Est-ce qu'on prescrit systématiquement une antibioprophylaxie pour sa fille? Est-ce que si on devait en prescrire une, ce serait celle-ci, la rifampicine 10 mg kg 2 fois par jour pendant 2 jours? Est-ce que compte tenu de l'âge de la fille de 3 ans, vous proposeriez directement un vaccin contre le méningocoque B, ou est-ce que la vaccination dépendra du sérogroupe du méningocoque? Je vous laisse encore une dizaine de secondes.
pour répondre à la question. Et donc pareil, on va la corriger juste après avoir vu tout cela. Donc pour définir les contacts, alors, que ça je vous ai mis le gros tableau qui fait peur juste pour vous montrer toutes les situations, mais ce qui est important, c'est de retenir le principe. Globalement, un contact, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a été exposé directement aux sécrétions méningées pendant les 10 jours précédents, les sécrétions rhinopharyngées pendant les 10 jours précédant l'hospitalisation du malade. Pourquoi? C'est parce que c'est la durée d'incubation de la maladie, c'est la durée de contagiosité. Donc au-delà, les symptômes, si on devait avoir la maladie, se seraient manifestés. Et donc, globalement, si on suit ça, toutes les personnes qui vivent sous le même toit, dans la même famille, les colocataires, ou alors qui sont gardées sous le même toit, sont considérées comme contacts. Mais quand on a un doute, quand c'est un peu plus difficile, la règle, c'est une distance, quelqu'un qui a été à moins d'1 mètre en face à face avec le malade pendant 1 heure de suite, moins s'il y a de la toux, des éternuements, ou s'il y a eu un contact bouche à bouche. Là, on considère qu'on est contact. Donc, c'est toujours ces notions-là, en cas de doute, qui vont nous faire réfléchir et qui font réfléchir les autorités, l'ARS, quand ils doivent définir un petit peu qui est contact. Je vous ai mis aussi celle chez les professionnels de santé. Donc, si on regarde dans le tableau, donc dans l'école maternelle pour le cas de notre patiente, il faut qu'on vérifie, est-ce que c'est une amie intime du patient, du malade? Est-ce qu'elle a été dans la même classe que l'enfant malade? Est-ce qu'elle a fait la sieste avec cet enfant-là? Est-ce que voilà, ils ont échangé des bisous, des câlins? Et c'est ça qui va nous permettre de savoir est-ce que pour elle, il y a un risque ou pas. Donc vous voyez, c'est des choses, le but n'est pas de faire le travail de l'ARS à la place, mais d'être capable d'avoir des notions en se disant, ok, là peut-être que possiblement vous allez avoir un appel de l'ARS, ou alors de rassurer dans l'attente de l'enquête et de ces appels-là. Pour ce qui est de l'antibioprophylaxie, qu'est-ce qu'on fait? L'objectif, ce n'est pas de traiter une infection, l'objectif c'est d'éradiquer le portage de cette bactérie qui a tourné et qui a provoqué l'infection, qui a été invasive. Donc idéalement, ça se fait dans les 24-48 heures, mais on peut attendre jusqu'à 10 jours après le dernier contact. Encore une fois, pas au-delà, puisque sinon les symptômes de la maladie se seraient déclarés. Donc si ça fait plus de 10 jours après le dernier contact, si on n'a rien, c'est qu'a priori, on est tranquille, on n'a pas été contaminé. Pour ce qui est de la molécule en première intention, c'est la rifampicine. Donc pensez juste pour les adultes, s'il y a une contraception orale, à bien prescrire des préservatifs pendant les 7 jours, puisque c'est un inducteur enzymatique pour éviter une baisse de l'efficacité de la contraception et donc une grossesse inopinée. Et donc, pour les enfants, pareil, mais cette fois-ci, on le met sous format de sirop, donc ça dépend de l'âge, donc moins d'1 mois ou plus d'1 mois, et donc c'est par rapport au poids. Je vous ai mis ici le sirop le plus prescrit, globalement 5 ml, c'est 100 mg, donc un enfant de 10 kg. S'il y a une rupture de stock, puisque la rifampicine, alors ça va un petit peu mieux, mais il y a quand même des tensions d'approvisionnement. En deuxième intention, la ceftriaxone, donc en dose unique cette fois-ci, pas pendant 2 jours, et en intramusculaire, ou la ciprofloxacine, pareil, en dose unique. Je vous ai également mis les correspondances chez les enfants, en faisant attention à la ceftriaxone, puisqu'elle est contre-indiquée chez le nouveau-né, donc il vaut mieux prendre un avis spécialisé auprès de l'infectiologue avec qui vous avez l'habitude de travailler, ou alors d'essayer d'appeler l'équipe multidisciplinaire d'antibiothérapie pour avoir cet avis-là. Et je vous ai mis aussi le dosage donc, de la ciprofloxacine en sirop, le plus prescrit pour les enfants. Une cuillère mesure, ça équivaut à peu près 20 mg kg pour un enfant de 25 kg. Il faut faire super attention là-dessus. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'il faut bien maîtriser ces règles de prescription. Quand est-ce que je fais l'antibioprophylaxie, quand est-ce que je ne le fais pas, puisque si on prescrit de façon un peu déraisonnable, on risque vraiment d'avoir une utilisation abusive et donc une sélection de germes résistants. Heureusement, pour le moment, on n'a pas encore trop de résistance à ces antibiotiques du méningocoque, mais malheureusement, par exemple, la ciprofloxacine, on commence à avoir quelques résistances, et donc il faut vraiment être très très vigilant pour éviter d'avoir une émergence de bactéries qui soient résistantes au traitement que l'on a contre elles. Pour ce qui est de la vaccination autour d'un cas, on a parlé d'antibioprophylaxie, et en plus de cela, il y a aussi une vaccination qui se fait dans l'entourage du cas. La règle, alors l'objectif c'est quoi? C'est de venir en complément de l'antibiothérapie pour éviter que la souche qui aurait échappé à l'antibioprophylaxie chez une personne re-rentre un petit peu dans la communauté de vie du malade, et donc
on va vacciner autour de lui pour éviter vraiment qu'il y ait maximum casser la circulation. Et donc, on va vacciner, déjà que si c'est un sérogroupe vaccinable, et il faut qu'on attende l'identification par le laboratoire ou par le centre de référence, ou alors, souvent c'est l'ARS qui va vous appeler au cabinet pour vous dire c'est à tel sérogroupe, puisque en attendant, on ne peut pas savoir contre quoi on va vacciner. Donc, la cible, ce sera toute personne qui va rester dans l'entourage proche du malade. Donc, par exemple, si on imagine un cas contact durant un concert et que le malade ne va plus jamais être en relation avec la personne qui était à côté de lui et qui était contact, il n'y a pas besoin de la vacciner en plus de lui donner l'antibiothérapie. A priori, voilà, on lui donne l'antibiothérapie, ils ne vont plus vivre dans la même communauté de vie, donc il n'y a pas besoin de faire cette deuxième étape. Pour ce qui est des règles, pour le sérogroupe ACWY, si ça fait plus de 5 ans, on vaccine par une dose. Si ça fait moins de 5 ans, il n'y a pas besoin de vacciner. C'est pas quelque chose qui vient à la place du calendrier vaccinal, c'est quelque chose qui vient en plus. Donc, pour vous donner un exemple concret, un enfant qui a 3 mois, qui est cas contact d'infection invasive à méningocoque, on va le vacciner par vaccin tétravalent, et à 6 mois et à 12 mois, il faudra suivre le calendrier vaccinal et donc le revacciner. Donc, il aura eu 3 doses, c'est pas grave. Le but, c'était cette dose-là, elle est vraiment pour le protéger dans l'immédiat. Donc, il faut toujours continuer le calendrier vaccinal, ça ne vient pas remplacer le calendrier vaccinal. Et donc, pour vous donner une idée, on est immunisé assez rapidement, puisqu'en 10 jours, on est protégé et on diminue cette transmission-là. Pour ce qui est du méningocoque B, la vaccination, elle n'est pas recommandée autour d'un cas, sauf s'il y a un risque, puisqu'il y a un déficit immunitaire, une fragilité, une grappe de cas, par exemple, dans la même famille, ou des situations d'épidémie ou d'hyperendémie, comme la situation qu'on a en Ille-et-Vilaine actuellement. Pour corriger donc, on ne la considère pas comme contact d'emblée, puisqu'on ne sait pas exactement à quel point elle a été proche. On ne prescrit pas systématiquement l'antibio-prophylaxie, puisqu'on ne sait pas si elle est cas contact. Si on devait en prescrire une, c'est effectivement bien le bon dosage pour un enfant de 3 ans. Et donc, compte tenu de l'âge, on va attendre, c'est pas parce qu'elle a 3 ans et qu'il y a plus de méningocoque B que l'on va tout de suite vacciner, on va attendre d'avoir le sérogroupe pour faire cette vaccination autour du cas. Pour autant, c'est toujours le bon moment de vérifier que le calendrier vaccinal est bien suivi. Maintenant, parlons-en justement de cette stratégie de prévention vaccinale. Je vous pose une dernière question. Vous recevez un enfant qui a 7 ans en consultation et son parent a vu effectivement les informations récemment et vous demande quand est-ce que c'est son prochain vaccin contre le méningocoque et s'il est possible de ne pas attendre de le vacciner dès maintenant. Alors, est-ce qu'un rappel est recommandé à partir de 11 ans avec un vaccin tétravalent? Est-ce qu'un rappel est recommandé à partir de 11 ans avec un vaccin contre le méningocoque B? Est-ce qu'une vaccination en dehors des recommandations, donc dès maintenant, est autorisée? Est-ce que vous lui conseilleriez une vaccination contre le méningocoque B maintenant, ou est-ce que plutôt contre le méningocoque ACWY là tout de suite? Je vous laisse encore quelques secondes pour y répondre. C'est effectivement ça, je ne sais pas si vous avez déjà eu, moi, à titre personnel, c'est des questions que j'ai eues plusieurs fois, même au cabinet, des gens qui me disent, voilà, qu'est-ce que je fais là maintenant tout de suite, même si c'est pas encore le moment de vacciner. Alors pareil, on va passer aux notions et ensuite on va faire la correction. Donc ici, je vous ai mis une fiche que je trouve très très bien, qui résume un petit peu, qui a été faite par l'Omedit, et qui résume bien le calendrier vaccinal avec des situations assez pratiques. Donc vous voyez qu'on a une modification du calendrier vaccinal depuis le 1er janvier. Donc si un enfant a moins de 2 ans et que vous devez le vacciner, voilà, même s'il n'a pas voilà, exactement ces âges-là, vous pouvez commencer par exemple une vaccination contre le méningocoque B avant 2 ans, même si vous la finissez, puisque c'est en 3 injections avec 1 an en tout étalé sur 1 an, vous pouvez commencer avant 2 ans, s'il a moins de 2 ans à partir au 1er janvier, et vous pouvez la finir après, ce sera pris en charge, et ce sera compté dans la prise en charge par la sécurité sociale. Et donc, globalement, si vous deviez vacciner un enfant contre le méningocoque, vous faites ça pour le moment. Donc, si un enfant a déjà eu un méningocoque C et qu'à 12 mois, il faut lui faire le rappel, vous lui faites le tétravalent. Et globalement, voilà, vous ne posez pas la question, c'est plus depuis le 1er janvier et qu'il a moins de 2 ans, vous suivez ça. Il y a des exemples un peu plus concrets et je vous ai laissé un lien vers la fiche qui vous donne plus d'exemples qu'on n'aura peut-être pas forcément le temps là de dire, mais on pourra évoquer si vous avez des questions. Et donc, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, vous donner des éléments à discuter pour les patients qui demandent à être vaccinés en dehors des âges recommandés. Je vous ai fait donc là une première diapo sur
le vaccin tétravalent. C'est un vaccin polyosidique, donc contre la paroi du méningocoque, pour les sérogroupes A, C, W et Y. En quoi c'est important qu'il soit polyosidique? C'est qu'il est efficace sur 100% des bactéries de ces 4 sérogroupes. L'intérêt, c'est qu'il a cette protection individuelle, mais qu'il a également un intérêt collectif, puisqu'il diminue l'acquisition de portage et donc il permet de diminuer la circulation. La durée de la protection contre ces 4 sérogroupes est d'autant plus importante que vous vaccinez plus tard. Donc, quand vous vaccinez avant 2 ans, vous ne protégez vraiment que pendant la période critique des 2 premières années, et vous ne protégez pas au-delà. Si vous vaccinez entre 5 et 10 ans, voilà, ça colle assez bien. Donc, avant 2 ans, c'est 2 ans. 5 à 10 ans, c'est 5 à 10 ans de protection optimale. Et si vous vaccinez à l'adolescence, c'est au moins 10 ans. Et donc, c'est pour ça que le rappel entre 11 et 14 ans est extrêmement important pour le sérogroupe, pour les sérogroupes ACWY. Donc, au final, qu'est-ce qu'on peut dire à des patients qui ont cette volonté, donc ils sont en dehors des âges recommandés, donc ils sont entre 2 et 11 ans, ou alors ils ont plus de 25 ans. On peut leur dire que c'est tout à fait déjà possible de vacciner, puisqu'il y a l'autorisation de mise sur le marché, et donc c'est une dose unique, mais ce ne sera pas pris en charge par la sécurité sociale, sachant qu'une dose du vaccin coûte 50 €. À l'heure actuelle, il y a un intérêt évidemment très important, puisqu'on acquiert une immunité rapide contre les sérogroupes W notamment et Y qui sont en forte augmentation. Ça vient encore une fois toujours en plus du calendrier vaccinal. Donc, par exemple, pour l'enfant de 7 ans, vous pouvez tout à fait faire une vaccination si le parent et la famille peut prendre en charge le prix, mais vous vaccinerez quand même entre 11 et 14 ans. Et à terme, si, comme on l'espère, on arrive à avoir une forte couverture vaccinale et surtout assez rapidement, en fait, vu qu'il y a un intérêt collectif, les gens qui sont entre les âges recommandés seront protégés par ce qu'on appelle l'effet troupeau, par un effet un peu parapluie, puisqu'il y a une diminution de la circulation. Pour ce qui est du vaccin contre méningocoque B, les choses sont différentes, puisque c'est un vaccin protéique. Pourquoi ça change quelque chose? Pourquoi c'est important? C'est parce qu'il ne va pas être efficace sur 100%, mais que sur environ 75% des bactéries du sérogroupe B. Il y a une protection croisée avec d'autres sérogroupes, sans qu'elle remplace une vraie vaccination par vaccin tétravalent. C'est pour ça qu'on propose les deux. Et ça pourrait possiblement protéger contre le gonocoque, qui est de la même famille, du Neisseria, même si, voilà, c'est pas absolument clair, mais en tout cas, il pourrait y avoir cet avantage-là, qui est quand même utile, notamment pour des adolescents. Malheureusement, contrairement au vaccin tétravalent, il n'y a pas de protection collective, ça n'a pas d'effet ça n'a pas d'effet sur le portage, donc pas d'effet sur la circulation. L'autre problème, c'est que ça a une durée de protection optimale qui est plus courte, puisqu'on parle de 3 à 5 ans. Et donc, c'est pour cela que les choses sont un peu plus un peu différentes par rapport au vaccin tétravalent. Ce qu'on peut dire aux patients qui veulent se faire vacciner ou faire vacciner leurs enfants en dehors des âges recommandés, c'est qu'encore une fois, c'est tout à fait possible, mais que c'est un schéma à 2 doses, avec 2 mois d'intervalle entre les 2 doses, que c'est non remboursé, et donc c'est 80 € par dose. Pour un schéma de 2 doses, on est à 160 €, que c'est un intérêt surtout là où il y a beaucoup de cas, donc chez les 0-5 ans, donc chez les 2-5 ans qui sont en dehors des recommandations actuellement vaccinales, vu qu'après on a de moins en moins de B, donc là il y a plus d'intérêt de se vacciner contre le W et le Y, et que c'est parce qu'il y a ce problème-là, notamment chez les 2-5 ans, il y a beaucoup de cas et pas de remboursement, que la Haute Autorité de Santé est actuellement en train de discuter pour étendre, notamment dans cette tranche d'âge-là et pour ce vaccin-là, au moins temporairement, les recommandations vaccinales. Donc ce sont des choses qui sont possiblement amenées à changer dans les prochaines semaines, d'avoir une extension pour ce vaccin-là chez cette tranche d'âge-là qui est quand même fortement touchée. Donc voilà, si vous avez des enfants de cet âge-là que vous souhaiteriez vacciner, peut-être d'attendre là, de voir si cette recommandation-là qui arrivera dans les 2 prochaines semaines, les prochains jours, arrive. Donc on corrige le QCM. Un rappel est bien recommandé à partir de 11 ans pour le tétravalent, pas pour le vaccin contre méningocoque B, puisque comme on l'a vu, la durée de protection est plus courte et qu'il n'y a pas d'effet de protection collectif. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas ce choix qui est fait de recommander la vaccination chez les adolescents. Pour autant, elle est tout à fait possible et vous pouvez tout à fait faire cette vaccination-là en dehors du schéma recommandé. Vous pouvez donc faire à la fois pour la CWY, on l'a vu, c'est important, et l'enfant a 7 ans, donc il est tout à fait vaccinable pour le vaccin tétravalent, et on fera toujours le rappel à 11 ans, mais vous pouvez également, là je l'ai mis en vert un peu plus clair, vacciner contre le B. Alors il y a moins de sérogroupes
d'infection à sérogroupe B à partir de 6 ans jusqu'à 10 ans, mais vous pouvez tout à fait le faire si les parents sont prêts à supporter le coup. Et donc, si je veux maintenant conclure sur les messages que j'aimerais vraiment vous transmettre, c'est que depuis début 2025, on a une augmentation qui est très importante. Ça fait au moins 25 ans qu'on n'a pas eu autant de cas sur un début d'année. Donc, c'est sans précédent en France. Ça s'est accentué probablement par l'épidémie de grippe, que c'est quelque chose qui date quand même néanmoins de la levée des mesures sanitaires de protection contre la Covid. On a une augmentation surtout chez les 15-24 ans, c'est là où c'est eux le réservoir de portage, c'est eux où il y a beaucoup de cas, eux et même les adultes un peu plus âgés. C'est surtout à sérogroupe W, qui est plus pourvoyeur, comme on l'a vu, de formes non méningées, qui sont plus difficiles à diagnostiquer et qui sont malheureusement du coup plus mortelles. Et donc, pour les professionnels de santé de premier recours, le but, c'est pas de paniquer, d'envoyer tout le monde aux urgences. Le but, c'est de se dire, OK, si dès la phase précoce, j'ai quand même une tolérance qui est extrêmement médiocre, je peux évoquer ça directement. Je peux me dire, allez, je prends un avis, je prends l'avis ou de l'infectiologue, voire j'appelle le 15 et j'adresse sans délai si vraiment j'ai un doute qui est important. Et pour les professionnels de santé qui, eux, sont à l'hôpital, c'est de se dire, OK, c'est pas parce que j'ai pas juste la méningite, la triade classique, qu'il ne faut pas que j'évoque une infection méningocoque, et donc je prélève une hémoculture, je vérifie qu'il n'y a pas de méningocoque. Les règles d'antiprophylaxie, c'est important de les connaître. Normalement, l'ARS vous les rappellera, et c'est bien pris en charge par eux, mais parfois, les patients peuvent venir vous voir et c'est angoissant pour eux, et ça peut être un petit peu pour vous angoissant, on est tenté de prescrire, mais c'est important de bien maîtriser ces choses-là, puisqu'il faut absolument éviter l'émergence de résistance de méningocoques résistants aux antibiotiques qu'on utilise. Et enfin, l'importance cruciale de la vaccination. Malheureusement, les pharmaciens et les infirmiers et infirmières ne peuvent pas vacciner en dehors du calendrier vaccinal. Donc, pour toutes les notions en dehors des recommandations, malheureusement, ça ne s'applique pas à eux. Mais en tout cas, vraiment, pensez-y pour les adolescents entre 11 et 14 ans, avec le rattrapage qui est possible jusqu'à 24 ans révolus. Pensez vraiment à la vaccination par le vaccin tétravalent. C'est quelque chose qui est extrêmement important puisqu'on a une protection individuelle et on a aussi une protection collective. Et si on arrive vraiment à avoir une couverture vaccinale importante rapidement, on aura un vrai intérêt et une protection même des populations qui ne sont pas vaccinées, qui ne sont pas recommandées, qui ne sont pas dans les âges recommandés. Merci de votre attention et je vais maintenant lire vos questions. Si vous en avez, hop, n'hésitez pas s'il y a des choses qui vous interrogent, s'il y a des choses qu'on n'a pas évoquées. Par exemple, on n'a pas trop évoqué la situation qu'il y a actuellement en Ille-et-Vilaine, mais si vous avez des questions dessus, on peut tout à fait en parler. Alors, je vais plutôt... attendez, est-ce qu'on peut activer le micro ? Hop. Allez-y, monsieur Merlot, oui. Je ne sais pas si vous pouvez parler ou pas. J'ai l'impression que je ne peux pas activer le micro. Là, votre micro est toujours coupé. Sinon, peut-être écrire dans la discussion la question et je la lirai, je y répondrai. C'est peut-être plus simple. Microphone. Ah, c'est bon. Ah, allô? Vous m'entendez? Vous m'entendez ou pas? Oui, je vous entends. Ah, oui, en fait, je crois qu'on ne peut pas écrire dans la discussion. C'est fermé. Ah, zut. Par ailleurs, alors, je profite, j'ai 2 questions. 3. Pourquoi certains porteurs vont développer la maladie et d'autres non? Parce qu'apparemment, il y a un réservoir très important. Donc, est-ce que le risque que celui qui a la maladie transmette un qui est plus virulent, qui est plus agressif ou pas? Première question. Deuxième question, est-ce qu'il y a lieu de donner la ceftriaxone en urgence dans certains cas? Ce qui est recommandé jusqu'à présent. Et dernière, si je peux, ça concerne la HAS a dit qu'il n'y avait pas de rattrapage du tétravalent après 1 an pour la recommandation. Mais, par exemple, si on voit un enfant de 11 mois, est-ce qu'on va lui faire les 2 doses ou pas? Alors, donc, pour la première question qui était pourquoi on a autant de portages, donc 10% de la population, et si peu de cas par rapport à l'importance du portage, c'est en fait ça dépend des souches de méningocoques. Certaines, donc ça dépend vraiment de leurs caractéristiques. Certaines
ont acquis certaines caractéristiques qui leur permettent d'envahir le sang. Donc, elles ont la capacité de se fixer aux cellules épithéliales et donc de passer dans le sang, puis ensuite de se disséminer un petit peu partout, essentiellement vers les méninges. Donc, ça dépend vraiment des caractéristiques de la souche en particulier. Et c'est ces souches-là qu'on veut éradiquer. C'est pour ça qu'on donne une antibiothérapie et qu'on vaccine. Ça dépend également de l'hôte, puisque une personne qui va avoir certains traitements qui sont immunosuppresseurs ou qui va avoir une maladie acquise ou innée qui diminue l'immunité va être plus à risque. Et donc, c'est pour ça qu'on a des recommandations particulières. J'ai surtout parlé des recommandations pour la population générale, mais vous avez des recommandations particulières de vaccination pour les personnes à risque. Et puis, ça va dépendre aussi d'autres facteurs, comme par exemple, là, typiquement, une infection à grippe A, va favoriser le passage sanguin du méningocoque. Donc, il peut y avoir aussi des facteurs intercurrents, comme des autres infections, qui peuvent favoriser un passage dans le sang du méningocoque. Donc, ça dépend vraiment de trois choses: des caractéristiques de la bactérie, des caractéristiques de l'hôte et d'autres facteurs environnementaux, comme par exemple des infections qui font le lit, des infections virales qui font le lit d'infections bactériennes. Pour ce qui est de la deuxième question, attendez que je me rappelle bien. La reposer, je suis désolé. Oui, c'est urgent. Donc, le fait, donc effectivement, tout médecin généraliste a dans sa sacoche d'urgence, effectivement, une injection de C3G à donner en urgence pour, notamment quand on constate un purpura fulminans, des choses graves, parce qu'effectivement, la bactérie, elle est très sensible à cet antibiotique-là et elle meurt facilement. Donc, effectivement, si vous avez un doute confirmé, alors, c'est toujours, il vaut mieux par excès donner l'antibiotique si vraiment vous avez un doute avéré, notamment voilà, un purpura qui augmente rapidement sur la peau, avec un état général qui est très altéré. Mais l'autre chose qui est importante, puisque la bactérie va mourir relativement rapidement, le problème, c'est que quand on arrive à ces cas-là, au cas du purpura, des choses comme ça, on a déjà une tempête inflammatoire dans le sang, et c'est elle qui va provoquer les défaillances et à terme la mort. Et donc, ce qui est important, au moins autant que l'antibiothérapie, voire plus, c'est les soins de support à l'hôpital, en service de réanimation, le remplissage agressif, les catécholémines, les choses comme ça. Donc, il faut vraiment, au-delà de l'injection de l'antibiothérapie, si vous avez un doute avéré, notamment en purpura fulminans, il faut vraiment appeler le 15 et avoir une prise en charge rapide. Vraiment, c'est là où, effectivement, pareil, les minutes comptent, et il faut avoir une présence rapide du SAMU sur place pour commencer tous ces soins de support et tempérer vraiment cette tempête cytokinique, cette tempête inflammatoire. Donc oui, pour répondre à votre question, la C3G en urgence, si vous avez un doute avéré, notamment devant un purpura fulminans, est indiquée, mais elle doit s'accompagner vraiment d'appeler le 15 et d'avoir ces soins de support. Et donc pour la dernière question, pareil, est-ce que vous pouvez me la rappeler? Je suis désolé. Oui, c'est... l'HAS a dit qu'il n'y a pas de rattrapage pour le tétravalent après 1 an. Mais si on voit un enfant à 11 mois, à 10 mois, est-ce qu'on lui fait les deux ou est-ce qu'on considère que après 1 an, on ne fait plus, quoi? C'est aussi une très bonne question. C'est des questions qu'on se pose souvent, nous, de généralistes, depuis le changement des recommandations. C'est pour ça que je vous ai mis, je vous invite vraiment à télécharger la fiche de l'OMEDIT qui donne ce genre de cas. La règle, et c'est vrai que parfois c'est un peu difficile de faire la part des choses entre la HAS, le ministère, SPF. Globalement, si on est après le 1er juin, que votre enfant, vous me parlez d'un enfant qui a 11 mois, donc en théorie, si il avait 5 mois avant le 1er janvier, donc à 5 mois, il a eu son vaccin contre le méningocoque C. Et là, on arrive au vaccin des 12 mois, donc il devrait avoir normalement un vaccin contre le méningocoque C. Mais comme la recommandation a changé, qu'on est après le 1er janvier 2025, vous pouvez le vacciner par vaccin tétravalent. Donc tout schéma qui a été commencé, si vous devez vacciner contre le méningocoque à 12 mois, et qu'on est après le 1er janvier, vous vaccinez un vaccin tétravalent. Si, par contre, c'est là où le cas est un peu plus complexe, si vous avez un enfant qui a, je sais pas, par exemple, il a 18 mois, il a été vacciné par 2 doses contre le méningocoque C, est-ce qu'il faut le vacciner contre le méningocoque ACWY? Là, c'est un peu plus compliqué, les recommandations disent que non, mais on rentre dans le même débat que ceux qui souhaitent se faire vacciner ou faire vacciner leur enfant en dehors des âges recommandés. Il y a un intérêt
surtout en ce moment individuel, à le faire vacciner par vaccin tétravalent. Et donc, il est tout à fait possible de le faire, même si les recommandations disent que si le schéma initial a été complété, donc contre le sérogroupe simplement C, à 5 et 12 mois, et que l'enfant a encore moins de 2 ans, il n'y a pas lieu de le revacciner. Pour ce qui est du méningocoque B, là, si le schéma n'est pas terminé ou n'a pas été commencé avant les 2 ans, même si on est à 23 mois, vous commencez la première dose à 23 mois, vous la poursuivez ensuite et tout le schéma sera pris en charge. Si vous commencez la première dose avant 24 mois, c'est bon, c'est pris en charge. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, ça répond en partie, mais je trouve que le calendrier vaccinal, qui a été établi, est beaucoup plus clair pour le B. Ils l'ont pas fait pour le tétravalent et c'est un casse-tête terrible. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord, c'est vrai que c'est un peu compliqué puisqu'on a eu ce changement-là. En plus, il s'est fait là un peu, voilà, on est dans l'urgence, on en parle beaucoup. Donc c'est vrai que on a beaucoup de sollicitations pour le faire et c'est un peu complexe puisqu'on change, voilà, en plein milieu du schéma vaccinal pour certains enfants. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous deviez vacciner contre le méningocoque C, quelles que soient les vaccinations qu'il y a eu avant, donc contre juste le C ou le ACW, vous faites ACWW à partir de maintenant. Donc un enfant qui arrive pour 12 mois pour le vaccin contre le méningocoque, dès 12 mois, vous faites un tétravalent. Un enfant qui a moins de 24 mois et qui n'a pas encore pour une raison X ou Y, je sais pas, il y a des personnes qui vivent 6 mois en France et 6 mois dans un autre pays, par exemple, et s'ils reviennent et qu'il y a du retard, donc l'enfant a plus de 12 mois et n'a pas fait sa deuxième dose contre le méningocoque, il a fait que celle de 5 mois, vous faites un tétravalent. À partir de maintenant, vous faites du tétravalent dès qu'il faut vacciner contre le méningocoque. C'est probablement le plus simple à faire. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? N'hésitez pas si vous avez des questions, des choses que... Alors, si a priori on ne peut pas écrire... Alors, je conseille aux gens de cocher le micro qui est en haut, sur le bandeau en haut de l'écran. Alors, plutôt, parce que je pense que le micro est coupé pour tout le monde, donc levez la main et vous avez un onglet lever la main en haut et je vous ouvrirai un micro, je vous donnerai la parole. Je pense qu'il faut faire les deux. Hein. Oui, c'est ça. En fait, si vous levez la main comme ça, je peux ouvrir le micro. Parce qu'en fait, les micros sont désactivés de base. Oui, alors, on a une question. Y a-t-il des différences entre les différents vaccins tétravalents en dehors de l'âge minimal? Alors, je réponds à la deuxième main levée juste après. Donc, pour répondre à la question qui a été posée, donc il y a pas, alors en dehors des âges minimums, il n'y a pas de différence, c'est-à-dire que vous pouvez vacciner par vaccin tétravalent, quel qu'il soit. Souvent, il y en a un qui est plus utilisé que les autres puisqu'il est disponible, il est autorisé dès 6 semaines, mais vous en avez d'autres. Qui sont disponibles, que je vous ai mis et qui sont retrouvables sur la fiche de l'Omedit. L'important, c'est de faire cette vaccination-là, quel que soit le vaccin tétravalent. À partir du moment où il est autorisé à l'âge où vous faites un vaccin tétravalent, celui que vous souhaitez. Alors, donc, j'ouvre le micro. Donc, c'est Madame Desban ou Desban, je ne sais pas si je le prononce bien. Vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. J'ai une question. J'ai eu une étudiante qui se rendait à Rennes et qui m'a demandé du coup si elle devait se faire vacciner pour le Bexsero. Ça me paraissait une bonne idée, mais je ne sais pas si j'ai bien fait, si elle va être remboursée, etc. Alors, elle ne vit pas à Rennes, elle va s'y rendre là. Oui, elle va s'y rendre, oui. Donc, elle n'est pas, en fait, la situation de Rennes est particulière, comme on l'a dit rapidement, le vaccin contre le méningocoque B, lui, n'est pas recommandé en vaccination autour d'un cas systématiquement. Là, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait qu'on vaccine 100 000 jeunes? C'est parce qu'en fait, habituellement, pour vous donner un ordre d'idée, il y a 4 à 5 cas par an de méningocoque en Ille-et-Vilaine, en 12 mois. Là, depuis décembre dernier, donc en 3 mois, on a eu 11 cas, dont 6 qui sont la même souche, une souche qui est spécifique, qui habituellement ne circule pas dans la population et qui, là, visiblement, a acquéri des capacités invasives. Donc, elle a réussi à récupérer d'une autre souche invasive ces facteurs d'invasivité. Et donc,
Et on a eu des cas dans une famille et des cas dans une école. Sauf que ces deux, après une enquête qui a été vraiment militaire par l'ARS, on n'arrive pas à trouver de lien entre les deux. Ce sont des personnes qui se côtoyaient pas forcément. C'est difficile de tracer un lien entre les deux. Donc ça veut dire qu'il y a cette souche-là qui est particulière et qui circule sans qu'on arrive à lier. Donc, il est probable que juste vacciner l'école et juste vacciner la famille ne suffisent pas, puisqu'elles circulent ailleurs. Et donc, c'est pour ça que l'on a mis cette vaccination-là, le but étant de protéger la tranche d'âge qui est touchée par cette souche-là, qui sont les 15-24 ans. Et donc, c'est pour ça qu'on vaccine ceux-là et ceux qui vivent dans ce bassin-là. Une personne qui ne vit pas dans le bassin où la souche circule, a priori, si elle vit en Île-de-France et qu'elle se rend à Rennes, mais que c'est pas quelque chose qu'elle n'était pas à Rennes dans les derniers mois, il n'y a pas de raison de penser qu'elle a été exposée à cette souche particulière. Donc, par rapport à la situation actuelle, elle ne rentre pas dans le cadre des personnes à vacciner. Par contre, s'il y a une crainte ou si elle est amenée à rester là-bas, là, effectivement, on rentre dans la discussion qui est est-ce qu'on peut vacciner en dehors des recommandations? Et là, tout à fait. Surtout si elle a prévu de rester à Rennes, il est tout à fait possible de se dire, OK, on la vaccine. Pour ce qui est de la prise en charge, ça dépendra si elle va récupérer ces vaccins là-bas. Il est tout à fait possible qu'elle soit prise dans la recommandation, ou alors si elle va se faire vacciner en centre de vaccination, il est tout à fait possible que tout soit pris en charge. Si par contre elle fait tout ici, on sera en dehors des recommandations, puisque la vaccination exceptionnelle concerne vraiment les personnes qui vivent dans le bassin de Rennes Métropole, auquel cas ça ne le sera pas. Je ne sais pas si ça répond du coup à votre question. Ouais, c'est très clair. Merci. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas si vous avez des questions, des choses qui vous questionnent. Vous avez toujours la main levée, Monsieur Verlot. Est-ce que vous aviez une autre question ou pas? Ah non, c'est bon. Ok. Je ne vois pas d'autres mains levées. Si vous arrivez à écrire dans la discussion, n'hésitez pas. Et sinon, il est 14h18, donc on est à 3 minutes, on est quasiment dans les clous. Et donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous laisser reprendre votre après-midi. Vous pourrez retrouver ce webinaire en ligne sur notre chaîne YouTube et je vais vous transmettre. Donc là, quand vous êtes inscrit, normalement, j'ai vos adresses mail. Je vous enverrai le PDF de la présentation et vous pourrez le retrouver sur notre site internet. N'hésitez surtout pas à le consulter. Vous trouverez pas mal d'autres ressources et notamment le fichier PDF et le lien de replay. Merci de vous être connectés et je vous souhaite une bonne après-midi. À bientôt.